On va faire un journal à 13h différent avec quelqu'un qui se revendiquait provincial, c'est Jean-Pierre Pernaut. Et j'ai commencé à faire la correspondance de TF1, mais au départ, on n'était pas très nombreux en France. Donc il a fallu qu'on écrive avec Jean-Pierre le 13h. Mais qu'est-ce qu'on fait comme sujet? Quelle histoire on raconte aux Français? Est-ce que la manifestation des maïsiculteurs de Mont-de-Marsan, c'est un sujet national ou pas? Et en fait, on a construit 13h comme ça. Mais au départ, on a balbutié, quoi. On avait quasiment fisté l'émission et ma chef d'édition qui travaille avec moi me dit tiens, il y a 8h moins 10 du matin, elle me dit regardez, il y a une première dépêche indiquant potentiellement qu'Alain Delon serait mort. Et là, on se dit branle-bas de combat, quoi. Monstre sacré, etc. Donc là, évidemment, on part en Breaking News pour 2 heures ou 3 heures. Quand on dit que je sais, il faut arrêter ce métier. Moi, tous les jours, j'apprends. Et c'est ce que je dis à mes étudiants. Arrêtez de dire qu'on sait. Non, moi, à 63 ans, je ne sais pas. Et j'apprends. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Avant la Lumière. Aujourd'hui, j'accueille Thierry Cabane. Je suis ravi de te recevoir, Thierry. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être là. Bah oui. C'est vrai, on se connaît un peu. On se connaît un petit peu et puis tu es très n'a donc ça n'a pas été très simple de trouver le créneau. Donc je suis d'autant plus ravi de t'avoir. Donc ce que je te propose, c'est de lever justement un petit peu le rideau sur tout ce qui se passe dans les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas avant que les caméras justement tournent ou que les projecteurs s'allument. Parce que toi, les auditeurs, les téléspectateurs te retrouvent toutes les semaines en télévision, en radio, parfois même sur la scène des événements corporate. C'est vrai. Aujourd'hui, je t'emmène à l'ombre, en dehors de la lumière. C'est bien d'être à l'ombre aussi. Exactement. Ça fait pour découvrir justement l'homme derrière l'animateur. Ouais, je vais essayer. Voilà. Donc, on va changer les règles du jeu. Aujourd'hui, c'est pas toi qui poses les questions. Ah mince. Bon, on m'aurait menti. Voilà, exactement. C'est moi, si ça te dérange pas. Non, Est-ce que ça te va comme ça? Ça me va, j'accepte. Je vais essayer d'être à la hauteur. Le pari est lancé, écoute, moi aussi, parce que je suis pas intervieweur. Mais en tout cas, je suis pas journaliste comme toi et je suis ravi de t'avoir et d'inverser ces rôles-là aujourd'hui. C'est un bonheur partagé. Exactement. Donc, avant toute chose, pour celles et ceux qui nous regardent, comment tu te présentes aujourd'hui? C'est qui Thierry Cabane? Déjà, c'est quelqu'un qui a dépassé la soixantaine. On n'en parle pas, ça. On rajeunit après. Ça fait mal de le dire. Mais dans ma tête, je n'ai pas le sentiment d'avoir cet âge-là. Ça me donne sans doute l'expérience. Vraisemblablement, enfin j'espère. Donc ma carrière est... Et je dirais pas que les derniers mois, parce que j'aime pas ce terme-là, mais je me présente comme un journaliste. Je suis profondément journaliste. Je le suis depuis de très nombreuses années. Ma carte de presse est 53 906 pour les initiés. Donc, vous voyez, ça remonte à un grand nombre d'années. Je l'ai eu assez jeune. Donc, aujourd'hui, je suis journaliste, présentateur sur une chaîne dont on parle beaucoup qui s'appelle CNews. Je suis un des incarnants du week-end. Après, j'ai d'autres activités. Je suis présentateur également d'une émission sur le Figaro.fr qui s'appelle Focus Business, où on donne la parole à ceux qui façonnent l'économie française, mais pas que, puisque c'est un succès énorme. J'en suis très fier, parce qu'en fait, on parle de ceux qui font la France. Donc des chefs d'entreprise que tu reçois. Des chefs d'entreprise, bien sûr, mais pas que français d'ailleurs. La semaine dernière, je recevais un chef d'entreprise mauritanien, des Suisses, des Brésiliens. Donc voilà, et j'avoue que c'est un vrai bonheur, c'est un vrai succès. C'est aussi... ça me sort un petit peu de l'actualité au quotidien sur CNews, parce que l'actualité est forte, ça ne doit pas échapper, mon cher Amaury. Donc évidemment, les thèmes sont parfois sensibles, pour ne pas dire davantage. Qu'est-ce que je fais d'autre également? J'enseigne également à Assas, parce que j'avais un papa qui était proviseur de lycée, donc peut-être que j'ai récupéré ça quelque part s'il me regarde. Et puis j'aime transmettre en fait. J'ai toujours aimé transmettre. Ça c'est important. Ça c'est important de transmettre aux nouvelles générations. Je le fais avec un vrai bonheur. On a lancé il y a maintenant un peu plus de 4 ans un master avec Nathalie Sonac, ex-membre du CSA, professeur universitaire à Assas. J'ai aussi une autre carte. J'ai une
passion pour le sport. Je me suis occupé d'un club de basket professionnel pendant 5 ans à Nantes, qui jouait en deuxième division. On va en parler. On en parlera. Et je me suis occupé également, à une certaine époque, du Paris-Volley. Donc, j'ai également cet ADN du sport et de créer des storytelling autour des différentes activités. Donc, je fais beaucoup de choses, en fait. En fait, je ne peux pas m'arrêter. Voilà, en gros, c'est ça. C'est pour ça que tu es très sollicité. Oui, mais j'adore ça, en fait. Bon. Je ne me vois pas... Sincèrement, parfois certains me disent mais tu pourrais arrêter. Et en fait, je peux pas. Enfin, je suis un bon vivant. On parlera peut-être de mes passions, etc. Mais le jardinage très peu. Je suis pas un gros bricoleur. Oui, les voyages, ouais, j'adore voyager aussi. Mais j'aime profondément ce que je fais, vraiment. Et je m'éclate tous les jours, voilà. Alors parlons un petit peu de ton parcours, parce que je sais que tu as commencé, en tout cas il y a eu des débuts avec le groupe Sud-Ouest. Ouais. Et il y a aussi Ouest Info, on va en parler. Ouais. Si tu reviens un petit peu en arrière, c'est quoi les débuts? Qu'est-ce qui t'a emmené dans ces métiers? Vous êtes prêts? Parce que je ne sais pas combien de temps on audio à l'émission, mais si je dois raconter ma vie... Allez, on essaie en moins d'1 heure. Quand vous recevez quelqu'un de 63 ans, vous connaissez mon âge, je vais le dire, il ne faut pas en avoir honte. Mais t'as le sens du résumé. La carrière est longue. Donc on va essayer de résumer. Non, moi, la petite histoire, c'est vrai que il y a eu des faits marquants dans ma vie. Moi, j'étais un passionné de basket. J'étais quelqu'un d'assez... Ça va peut-être vous surprendre, Amaury, on se connaît, mais j'étais quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. J'avais une réelle passion pour le basket. Et vous avez marqué ma taille, je ne mesure pas 1m95, 120 kg de muscle, c'est pas ça. Mais on me prêtait quelques capacités dans le basket et le basket était ma première passion. Et je jouais comme un dingue. Je faisais partie à l'époque, dans la région nantaise, des jeunes espoirs, etc. Okay. Et j'ai fait partie des plus jeunes basketteurs à avoir un triple surclassement. Lorsque j'étais minime, je pouvais jouer en équipe première. Donc, vous imaginez mon physique. Et en meneur, ça fonctionne. Ouais, meneur, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a été déclencheur de pas mal de choses. Et à 15 ans, je devais pas jouer un match. Et je jouais en équipe première, en senior. Et je ne devais pas jouer ce match-là parce que je me relevais de 15 jours de grippe. Donc, je n'étais pas en état... physique extraordinaire. Et puis, en fait, il y avait une espèce de match de Coupe de France. Et autant au football, il peut y avoir des surprises en Coupe de France, mais en basket, généralement, l'équipe qui est à un niveau plus haut, bon, voilà, pour des raisons physiques, etc. Donc, ce match n'avait pas a priori une grosse importance, mais quand vous êtes gamin à 15 ans et demi, vous voulez jouer tous les matchs, quoi. Et mon père, qui était proviseur de lycée, je le répète, j'ai eu une éducation très stricte, ne voulait absolument pas que je joue ce match-là, mais avait quand même accepté que je puisse accompagner l'équipe en déplacement. Voilà. Et le coach de l'époque, moi j'étais un peu le petit chouchou, etc., un peu la mascotte de l'équipe, avait dit à mon père, mon père lui avait dit, mais il ne jouera pas ce match. Il y a hors de question. Et le coach m'avait dit, bon, tu me regardes, je serai en face, etc. Je mets quand même ton maillot. Et en fait, ce match-là, on aurait dû le remporter très, très facilement. Et au début du match, en fait, il y avait une salle en feu, etc. Parce qu'on avait une équipe qui était au-dessus. Et en fait, le match commence sous des auspices catastrophiques. On prend un 10-0 assez rapidement. Et moi, j'étais comme ça, je sautais, etc. Et mon père me met la main sur le genou en me disant, en gros, même pas dans tes rêves, quoi. Et en fait... le coach me fait signe et je cours comme un malade. Je descends, mon maillot était prêt, etc. J'ai échappé à la vigilance de mon père qui m'a laissé en faisant les gros yeux. Et en fait, je rentre, je ne m'échauffe pas ni quoi que ce soit. Et le premier ballon que je touche, il me fait rentrer tout de suite. Je marque un panier, donc je suis dans une espèce d'euphorie totale. Comme j'étais un peu 15 jours de fièvre, donc j'étais dans un... Voilà. Deuxième ballon, je prends le ballon, pouf, je marque. Donc, je marque 4 points d'affilée. Donc là, il y a une espèce d'euphorie et tout. Et troisième ballon, là, je me souviens très bien de la scène. Et en fait, je vois un mastodonte arriver. Basket, c'est un sport très fair-play, quoi. Et en fait, il me cartonne. Mais il me cartonne. Et je tombe. Normalement, on ne touche pas les joueurs. Non, on ne touche pas les joueurs. À peine. Et je tombe. Mais comme j'étais un peu fiévreux, etc., je ne mesure pas. Je vais me relever. Et là, je crois que je pique un cri mais de dingue et je vois ma jambe et j'étais limite fracture ouverte. Enfin bref, je passe les détails et donc voilà. Et mon père était proviseur d'un lycée à Châteaubriand et au lieu de me faire transférer au CHU de Nantes, il fait le choix, en tant que bon père, de me transférer
dans une clinique à Châteaubriand parce que mon père faisait partie des notables de la ville et que c'était mieux. Il préférait avoir son enfant. Et en fait, il y a eu une grave erreur médicale. J'ai été plâtré trop tôt, ma jambe. Enfin bon, voilà. Et Ouais, ça en arrive fait, ça a été parfois. une catastrophe. D'une simple fracture, j'ai vécu un enfer, une horreur. Mais vraiment, j'ai eu une jambe paralysée. Enfin, fin de tout, quoi. Et devant vous, vous avez quelqu'un qui a failli mourir. Et pourquoi je vous dis ça, je ne vous l'ai pas dit quand on a préparé un peu cette émission, parce que c'était un élément déclencheur. C'est-à-dire qu'en fait, l'opération a mal tourné. J'ai été opéré 3 ou 4 fois la dernière opération. J'ai failli avoir ma jambe coupée. Enfin, bref, je passe les détails. Et pendant 9 jours, j'étais entre la vie et la mort. Et je n'ai jamais raconté ça. Et je vous dis ça parce que d'un garçon timide, réservé, passionné de sport, etc., avec un rêve de gosse qui s'évanouit parce que je ne savais pas si j'allais récupérer ma jambe ou pas. J'avais une jambe paralysée. Tout s'effondre, quoi. Et à un moment donné, donc, j'ai effectivement, il y a eu une réunion familiale pour me dire adieu, quoi. Et j'étais condamné. D'un seul coup, je me suis dit, je ne peux pas partir. Et je me suis levé comme ça, je me suis redressé. Et alors que j'étais condamné, je ne sais pas, je crois pas, je sais pas, est-ce qu'il y a eu miracle ou pas, mais je me suis relevé. Et ça a changé le cours de ma vie. En fait, je me suis battu pour surmonter cette épreuve. Et mon père m'a laissé tout faire, en fait. Voilà, je passais un bac D à l'époque, scientifique. Et vous avez cette espèce de révolte. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, j'étais un passionné de musique. J'avais un frère qui avait 11 ans de plus que moi, donc qui avait des disques, etc. Donc, c'est bien d'avoir un frère plus âgé parce que ça vous permet d'avoir accès à certaines choses et qui était passionné de musique. Donc, évidemment, j'écoutais les vinyles, j'écoutais les Stones, j'écoutais tout ça. Enfin, et en étant passionné de musique, j'ai commencé à mixer avec un pote qui avait du matériel, qui était lui technicien. Moi, j'y connais rien. Enfin, bon, bref, à 63 ans, j'y connais pas plus d'ailleurs. Mais j'avais cette passion de musique et on a commencé à faire des booms géantes dans la petite ville de Châteaubriand. On n'avait pas trop le droit parce qu'il faut faire des déclarations SACEM. Maintenant, il y a prescription, donc on peut le dire. À l'époque, on pouvait faire plus de choses qu'aujourd'hui. On pouvait faire plus de choses. Et en fait, ces petites booms où il y avait 500, 600 personnes, c'était un truc de malade. Ah, quand même, ouais, d'accord. Ah ouais, c'était un truc de dingue. Oui, c'est pas la boom. Ouais, c'était la grosse boom, quoi. Et on avait l'autorisation parce que, bon, voilà, mon papa était connu et on pouvait faire les choses. Sauf qu'il y avait une discothèque qui n'était pas très loin qui faisait plutôt grise mine en disant, mais à l'époque, les discothèques, elles ouvraient à 22h. Déloyale, quoi. Et elles terminaient à 4h du matin. Mais c'est une époque où à 22h, les discothèques, voilà. Et en fait, le patron de la discothèque a fait appel à mes services parce que ça marchait. Et donc, je suis allé remplacer avec la bénédiction de mon père. Il avait accepté et c'est assez drôle parce que vous savez, dans une discothèque, il y a toujours des portiers à l'entrée. Et mon père était proviseur, mais il était professeur avant d'être proviseur. Et le type qui était à l'entrée, il était un ancien élève de mon père. Donc il avait accepté mon père dans un élan de mansuétude en vertu de l'épreuve que j'ai vécue. Il m'a laissé carte blanche, quoi. Et j'ai dit, mais papa, je vais au-delà de ma passion, etc. Et en fait, dans cette discothèque qui s'appelait La Clé des Champs, qui n'existe plus, heureusement, enfin malheureusement, mais je salue toujours les propriétaires avec lesquels je suis toujours en relation. Je me suis retrouvé à mixer dans cette discothèque le vendredi et le samedi, alors que je passais mon bac, etc. hein. Donc, c'était... Mais le portier me ramenait à la maison. Et à l'époque, mon père était donc proviseur du lycée de Châteaubriand, donc on était hébergés dans le lycée de Châteaubriand. Donc il me ramenait le soir et mon père appelait à 4h du matin pour savoir, etc. Mais ça m'a permis d'aller au-delà de mes passions et je suis resté 3 ans dans cette discothèque tout en faisant mes études. Thierry Cabane est DJ. Ouais, je l'ai été, ouais, mais je le revendique et je vous dirai pourquoi ça me sert aujourd'hui dans mon métier. Et je l'assume pleinement parce que quand vous avez 16 ans, c'est une jeunesse formidable. Parce que quand vous avez 16 ans, vous allez, à mon époque, on allait en discothèque, etc. Mais là, vous êtes le DJ. Vous avez un poste d'observation à nul autre pareil. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon métier de journaliste, il faut aimer les gens pour faire ce métier. Il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne fait pas ce métier. On raconte la vie des gens. On raconte pas sa vie. Là, vous me demandez un exercice auquel je ne me prête jamais. Moi, mon bonheur, c'est de faire ce que vous faites, interroger des personnes et les mettre en valeur. C'est pas à moi de me mettre en valeur. C'est pas ma philosophie de ce métier. Quoique aujourd'hui, le métier a peut-être tendance à changer. Mais moi, je suis de la vieille école. Et quand je reçois des gens, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se sentent à l'aise, ce que vous faites, en me mettant à l'aise.
et en écoutant la personne que je reçois. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me sert tous les jours, ça. Ce poste d'observation de la société m'a servi. Ça m'a permis d'être moins timide aussi. Et justement, ce premier passage télé, par exemple, ou ce premier passage sur la scène. Télé ou scène? Alors, on va parler de télé d'abord. On va parler de télé. Est-ce que tu t'en souviens? Je peux me permettre de te tutoyer, hein, Thierry. Tu me permets de te tutoyer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, je m'en souviens. Alors, moi, j'ai commencé, si on veut revenir sur mon parcours, j'ai commencé donc à travailler. J'ai eu ma carte de presse très tôt. J'ai fait des études de droit. Mais comme j'adore travailler. Enfin, je vais pas me changer. Il faut que je fasse plein de choses, moi. Je peux pas rester sans rien faire. Et donc, à l'époque, je mixais. Je faisais mes études de droit. J'étais surveillant. Voilà, j'étais pion. J'étais en fac de droit à Nantes. Et donc, voilà. Et je faisais la radio. J'ai commencé à faire de la radio dans une radio où mon frère était animateur. Et ensuite, il était directeur, qui était une radio liée à Presse Océan, qui est un quotidien régional situé à Nantes, et qui s'appelait Loire FM. Et j'ai commencé à faire mes premières piges ici, dans cette radio-là. Et ensuite, je suis parti dans une grosse radio à La Baule, qui s'appelait Presqu'île FM. Et j'ai commencé à présenter les journaux, etc. Et comme j'étais un passionné de musique, et je faisais la matinale 6h, 9h, et j'ai commencé, c'est drôle, hein, avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous êtes vendéen, qui a fait le premier Vendée Globe, Catherine Chabot, qui est aujourd'hui ministre. Effectivement. Et qui présentait la matinale avec moi. Et elle vient tout le temps au Vendée Globe, tous les 4 Exactement. ans. Exactement. Et elle rêvait déjà, et je lui ai fait un petit coucou, parce que moi, je débutais, elle avait un peu plus d'expérience que moi. Et elle m'a accueilli très chaleureusement, et c'était quand même très agréable. Et elle rêvait déjà de faire le tour du monde. D'accord. Elle était allée au bout de son rêve. Et c'est formidable d'aller au bout de son rêve. Et j'ai commencé donc en présentant les journaux de cette radio. Mais comme j'étais passionné de musique, j'avais une émission en plus pour les jeunes. On avait passé un deal à l'époque avec le rectorat qui s'appelait Piccadilly Fun, l'après-midi, en plus. Et en plus, à cette époque-là, je mixais dans une énorme discothèque à La Baule qui est malheureusement disparue, qui s'appelait Manhattan, où il y avait 2000 personnes, avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Jean-Pierre Nasselin, qui était un grand patron de discothèque. Et ces soirées-là étaient retransmises sur Presqu'île FM. Donc, vous voyez, la boucle était bouclée. Et donc, j'étais omniprésent. Ce qui m'a valu d'ailleurs un carton jaune, pas rouge, de la part de mon père, parce que j'étais pion dans un établissement à Châteaubriand. Et j'avais dit à mon père, mais tu sais, je mixe, mais le lundi, mardi, je suis à la faculté de Nantes, il n'y a pas de souci, mais le lundi matin, je suis là, quoi. Et donc voilà. Et un jour, mon père, un matin, me dit, tout se passe bien, Thierry, tes études, tout va bien. Ouais. La radio Presqu'île, tout va bien. Tout. Et donc, le lundi, tu es bien... T'es bien en faculté, à la faculté de Nantes. Je dis oui, tout va bien. Et mon père sort un appareil avec les cassettes, ceux les moins de 20 ans, enfin bon, vous voyez. Ah, c'est ça. Oui. Et en fait... Un radiocassette, enregistreur. Et mon père appuie au petit déjeuner et m'entend terminer ma soirée au Manhattan, puisque c'était le nom de la discothèque. Merci, 6h du matin, je suis ravi de vous avoir accueilli, etc. etc. Et 6h30... Bonjour, vous êtes bien sur Radio Presqu'île, c'est Thierry Cabane, etc. Et ça, c'était le lundi matin. Et mon père me dit, mais comment tu peux être à 6h du matin à la discothèque, lundi matin, présentant la matinale sur Presqu'île, et alors que tu es censé être en faculté de droit. Donc lui, il écoutait Radio Presqu'île. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, La Baule, pour ceux qui ne connaissent pas, La Baule, Châteaubriand, il y a plus de 100 km, quoi. Et Radio Presqu'île était une des grosses radios en France qui avait des émetteurs de 10 kilos. Et les émetteurs de 10 kilos à l'époque arrosaient très loin. C'était légal, ça? Ouais, il n'y avait que quelques radios comme ça en France qui avaient des 10 kilos. Et donc, en fait, je ne pensais pas que mon père écoutait et pouvait écouter surtout. C'est ça. Et donc, j'ai été pris en flagrant délit de mensonge, ce qui n'est pas bien, hein, d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça très mignon de la part de mon père. Et là, il a commencé à faire grise mine et tout, en disant, mais il va falloir que tu choisisses, tu ne peux pas continuer. Et c'est quand même plaisant, hein,
voilà, moi je re-signerais pour cette vie, pour cette jeunesse, parce que c'était formidable. Mais tout est parti de cet accident que j'ai eu, où mon père m'a laissé carte blanche, mais en m'inculquant des valeurs. J'aurais très bien pu partir en cacahuète, etc., parce que la vie était facile, je gagnais très bien ma vie, enfin tout allait bien, quoi. J'ai eu une vie heureuse après un épisode malheureux, mais je remercie mon père parce qu'il m'a laissé faire ça. Donc, en fait, en étant à la Baule, j'avais été repéré j'avais été appelé une première fois par une personne qui était patron d'une radio, d'une grosse radio équivalente dans le Lot-et-Garonne, qui s'appelait Fréquence 47, qui était une radio du conseil départemental. À l'époque, c'était Jean-François Poncet, grand homme politique, et qui avait énormément de moyens. Et le directeur de l'époque m'appelle en disant, il est passé à la Baule, il m'avait entendu en disant, je vous trouve formidable, extraordinaire, je veux faire de vous une star. Mais moi, star, je suis... T'avais quel âge, là? Ben là, j'ai une vingtaine d'années. D'accord. Et ça ne me parle même pas. Je suis à la Baule, la vie est belle. Je suis à Nantes, j'adore cette ville. Je suis à la Baule, tout va bien. Je fais de la radio, je mixe, je fais mes études, je sais que je vais être journaliste. Tout va bien, quoi. Et le type m'appelle en me disant, je vais vous faire de vous une star. Je dis, mais moi, ça ne m'intéresse même pas. Et il dit, mais non, je vais miser sur vous. Je ferai des campagnes de 4x3 avec... Et je dis, mais le type, il est fou. Il est dingue. Et entre guillemets, moi j'étais quelqu'un de connu dans l'Ouest et ça me suffisait, ça suffisait à mon bonheur. Et puis j'y croyais pas. Pour moi, les stars en radio, c'était les grandes stars d'Europe 1. Il fallait monter à Paris. Ouais, mais j'imaginais pas quelqu'un d'Agen qui puisse me dire je vais faire des campagnes de 4x3 autour de vous, etc. J'y croyais pas. Et donc voilà. Et donc je laisse une fin de non-recevoir à cette personne. Et puis bon, je suis né à Nantes, mais mes racines, c'est le Lot-et-Garonne. Et entre-temps, mon père prend sa retraite à Villeneuve-sur-Lot. Et je descends passer les fêtes de Noël chez mes parents. Et quand vous allez pour aller à Villeneuve-sur-Lot, à un moment donné, vous avez une sortie, vous prenez l'autoroute pour aller à Bordeaux, vous avez une sortie à Agen, et vous allez à Villeneuve-sur-Lot. Et là, je sors de l'autoroute, et là, je vois des panneaux 4x3 avec Fréquence 47, avec des têtes d'animateurs. De la radio. Et c'était pas très courant à l'époque. Ben non, c'est pas très courant, mais c'était une radio qui a des moyens. Ouais. Et là, je me suis dit, ah mince, le type, je l'ai pris pour un pimpin, mais en fait, il avait raison. Et le directeur de l'époque me rappelle un an après, en me disant, mais je ne suis plus à Fréquence 47, j'ai pris les radios du groupe Sud-Ouest, la direction. Et ma proposition est toujours valable. Et je dis, ok, bingo, quoi. Donc, et je pars. Okay. Et je devais faire le CELSA, l'école qui voyait le jour, le CELSA, à Paris, qui se crée. Et là, je dis à mon père, écoute, et entre-temps, j'ai eu ma carte de presse, puisque je pigeais. Donc, j'ai eu ma carte de presse très tôt. Et le CELSA que je devais suivre, mon père, c'est, comme... il était proviseur, donc il fallait faire les choses dans les règles. Et il ne comprenait pas que je ne fasse pas cette école. Plus tu en parles, hein, moi j'ai l'image de Marcel Pagnol, la gloire de mon père. Mais incroyable, mais c'est ça. C'est vraiment l'image que j'ai depuis tout à l'heure. Et mon père m'a fait grisbille en disant, mais tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas fait cette école de journalisme. Mais j'ai dit, mais papa, et je travaille comme un dingue, ça fait 3-4 ans que on en parlera, mais le journalisme, c'est une question de culture générale aussi. Après, dans les écoles, et c'est rigolo parce que j'ai enseigné au CELSA après. Mais les écoles vous apprennent à écrire un bon papier, en anglais, etc. Mais la base du journalisme, c'est quand même une culture générale. Ouais. C'est la base. Après, on vous apprend, si vous faites de la télé, à écrire un papier c'est ce qui fait ta force etc. Hein. Et voilà. Mais c'est la culture générale. Et donc, je désobéis à mon père une nouvelle fois. Et mon père, là, en prend ombrage. Et je pars à Bordeaux. Et j'anime la matinale, etc. Et à un moment donné, les patrons de presse quotidienne avaient tous plus ou moins envie de faire de la télévision à l'époque. Et à cette époque-là, TF1, vous verrez que tout est lié, ouais. TF1 se privatise. À l'époque, le 13h, avant que TF1 se privatise, est présenté par une star incroyable qui s'appelle Yves Morosi avec Marie-Laure Aubry, que personne n'a oublié. Non. Et on donnait, quand Bouygues achète TF1, il y a la scène où Yves Morosi est avec le casque Bouygues, etc. Bref. Et donc, le 13h de Morosi était éminemment populaire. Moi, mes grands-parents regardaient, tout le monde regardait Yves Morosi. Enfin, c'était un géant de la télé. Enfin, c'était on peut toujours voir dans les enfants de la télé. Hein. Bien sûr, c'est extraordinaire. Et à l'époque, donc,
arrive à la place quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Pernaut. Et à l'époque, la directrice de l'information s'appelle Michel Cotta. Il était sur le Trésor déjà à l'époque? Non, pas du tout. Okay. Il n'était pas du tout sur le Trésor. C'est-à-dire qu'en fait, il animait de mémoire des choses le matin avec Evelyne Delia. Il avait présenté des journaux, me semble-t-il, le soir, parce qu'à l'époque, à TF1, il y avait un journal le matin à 7h, le journal de 13h, le journal de 20h et le journal de 23h, avec Joseph Poli, Ladislas Dehoyos, etc. Toute une génération de journalistes. On est en quelle année là? Là, on est en 87, 88, 88. 88. Okay. Fin des années 90. Ouais, fin d'année 88. Et moi, j'ai passé 3 ans à Bordeaux, 86-89. D'accord. 88, il y a ce projet-là qui se trame. Et un des premiers, et Michel Cotta, Michel avait un carnet d'adresse énorme avec tous les grands patrons de la presse, écrite, et a cette idée géniale de se dire, parce qu'avant TF1, les équipes partaient de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de rédaction. Il n'y a pas de correspondant. Non, pas du tout. Okay. En télé, vous aviez à l'époque FR3. Qui était le service public, et FR3, maintenant qu'on appelle France 3, enfin bon voilà. Mais à l'époque, il y a les télés régionales, il n'y a pas de télé locale, il n'y a pas tout ça. Et un des premiers quotidiens à répondre oui, parce qu'en fait, Michel se dit, on va faire un journal à 13h différent, avec quelqu'un qui se revendiquait provincial. Il n'aimait pas ce terme-là, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Pernaut. Il parlait de région, mais jamais de province, de région. Et en fait... Michel se dit, mais on va essayer de faire un journal pour les Français. Et elle se dit, on va créer des bureaux de correspondance en région avec les principaux titres de la presse quotidienne régionale. Donc, elle a ouvert son carnet d'adresse, elle a contacté un certain nombre de patrons de grands titres, dont Sud-Ouest. Et pourquoi Sud-Ouest? Parce que Jean-François Lemoyne, encore une fois, était assez visionnaire, assez avant-gardiste, avait lancé une première expérience de télévision locale au moment de la foire de Bordeaux, qui était une énorme foire, et avait créé une chaîne en accord avec FR3 qui s'appelait Expovision. Et en fait... Donc il y avait un plateau sur la foire. Il y avait un plateau. Okay, ouais. La foire ouvrait à 10h, se terminait à 20h, et décide de faire un plateau télé et était très fier d'arroser le quartier de la foire de Bordeaux, ce qui était les prémices d'une chaîne locale. La chaîne s'appelait Expovision. Et le deal, c'était qu'il y avait un animateur, présentateur de France 3 et un présentateur représentant Sud-Ouest. C'était un deal Sud-Ouest, France 3. Et évidemment, personne ne voulait faire de la télé au sein du groupe Sud-Ouest. Et donc, qui y va? Et Jean-François Lemoyne dit, le seul, voilà. Et moi, j'avais jamais fait de télé. Et évidemment, je dis oui. Et je me trouve à co-animer. Au départ, je devais juste présenter des flashs d'infos. Et en fait, très rapidement, je me suis retrouvé à co-animer cette chaîne Expovision. J'avais fait toutes les expériences télé. Et on me demande d'organiser le casting. D'organiser moi-même le casting. Pour casser les correspondants. Pour caster les correspondants. Les journalistes. Alors, il y a eu des candidatures, mais incroyables, parce que vous imaginez, TF1, en plus, privatisé. Donc, il y a eu tout le monde. Enfin, il y a eu des candidatures de dingue. Et moi, je voulais faire le concours, évidemment. Et le numéro 2, qui était derrière Jean-François Lemoyne, vous voyez pas d'un très bon œil que moi, je participe à ce concours que j'étais censé organiser avec les équipes de TF1. Et donc, je me suis dit, mais mince, c'est quand même pas juste. J'ai fait toutes les expériences télé. Alors, j'en ai oublié, parce qu'on a fait des expériences avec France 3. J'ai même animé un jeu avec Marcel Amont, co-organisé France 3 et Sud-Ouest, qui s'appelait Deux villes sur la 3, où deux villes s'affrontaient, etc. Marcel était en plateau et moi, j'étais en déplacement. C'était, je sais pas, Biarritz contre... une autre ville, enfin bon voilà, et c'était génial, hein. Mais j'ai fait ça aussi. C'était Interville à ta façon, quoi. Oui, c'était Interville à ta façon, avec un réalisateur complètement dingue que j'adorais, qui s'appelait Léo Molino, et donc mes premiers pas télé, c'est tout ça, quoi. Donc je me suis payé tout ça, avec beaucoup de bonheur, j'ai toujours dit oui à tout, et puis là, au moment où on crée ce poste de correspondance, le numéro 2 de l'époque me dit, non, parce que vous faites beaucoup de choses, vous ne pouvez pas être partout. Et moi, je me dis, mais c'est la chance de ma vie, quoi. C'est la chance de ma vie. Et il y avait des réunions de direction autour de Jean-François Lemoyne, avec les cadres dirigeants dont je faisais partie, etc., dans l'hôtel Rue de Chevreus. C'était très sympathique et j'adorais parce que, vous savez, la presse quotidienne régionale, moi, j'ai une affection sans borne pour les grands quotidiens régionaux parce que je trouve que c'est formidable. Et à chaque fois, on terminait
nos réunions avec un petit verre de Lillet, qui est une boisson on consommée toujours avec modération, mais c'est un vin cuit qui est fabriqué, vous en trouvez, c'est très tendance d'ailleurs aujourd'hui. C'est de quelle origine ça? C'est la région bordelaise. D'accord. Il y a du Lillet blanc, vous pouvez faire du spritz avec du Lillet, c'est très tendance. Il y a du Lillet blanc, du Lillet rosé. On termine toujours, je trouvais ça très chic et tout. Et je faisais la gueule. En gros, je faisais la gueule. Et Jean-François Lemoyne voyait, moi je fais jamais la gueule, mais il voyait que je faisais la gueule à l'issue d'une réunion parce que j'étais mêlé au truc, mais c'est comme si on présente un gâteau, puis vous voyez, le gâteau, il n'est pas pour vous. Il n'y a pas de part pour toi. Il n'y a pas de part pour toi. Et donc, je fais vraiment la gueule. Et donc, comme il m'aimait bien, à la fin, il me dit il y a un problème, Thierry? Et je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec le numéro 2, quoi, parce que c'est pas très élégant. Et je lui dis non, mais voilà, on est en train de créer quelque chose de dingue. En fait, je suis censé organiser, etc. Et j'aimerais bien quand même participer, donnez-moi ma chance, au moins de participer. Et en fait, il me dit oui, évidemment, il va sans dire. Et donc, je l'organise, mais je participe. Mais je ne suis pas plus favorisé que les autres, quoi. Et je fais le casting. Et en fait, on est 2 à terminer premier. Un journaliste que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Philippe Brachet, qui venait d'RMC, et puis moi. Et j'ai commencé à faire la correspondance de TF1, mais au départ, on n'était pas très nombreux en France. Donc, il a fallu qu'on écrive avec Jean-Pierre le 13h. Mais qu'est-ce qu'on fait comme sujet? Qu'est-ce qu'on raconte? Quelle histoire on raconte aux Français? Parce qu'avant, Yves Mourouzi, c'était une actualité internationale forte, avec des people. Tout le monde se souvient d'Yves Mourouzi interrogeant François Mitterrand pour savoir s'il avait fumé des joints. C'est une scène surnaturelle. Incroyable qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Non. Mais à l'époque, on le sait, mais aujourd'hui, voilà. On le dit. Mais à l'époque, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, quel type de sujet on raconte avec Jean-Pierre. Est-ce que la manifestation des maïsiculteurs de Mont-de-Marsan, c'est un sujet national ou pas? Alors Jean-Pierre, à chaque fois, il disait, mais si c'est un sujet qui intéresse ma mère, c'est un sujet. Alors à chaque fois, je disais à Jean-Pierre, ouais, ok, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Je pense que la manifestation des maïsiculteurs, il faut qu'on se pose la question de savoir s'il intéresse que les gens de Mont-de-Marsan ou les gens de Strasbourg ou les gens de Fort-de-France. Et en fait, on a construit 13 heures comme ça. Mais au départ, on a balbutié, quoi. Mais vraiment, quel type de sujet on fait? Est-ce qu'on fait des sujets uniquement tradition, etc. Ouais. Et en fait, petit à petit, on a monté près de 19 bureaux en France, la plupart en association avec la presse quotidienne régionale. Mais au départ, on partait sur des sujets 3-4 minutes. J'ai honte, nos sujets, ils n'étaient pas terribles. Quand je regarde, on a fait ça. Mais on a écrit le truc et c'était passionnant parce qu'on a inventé un métier. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, dans son livre, on parle, quoi. On a inventé un métier qui n'existait pas. Ça existe en radio. Il y avait des correspondants d'RTL en région ou d'Europe 1, mais il n'y avait pas de correspondant de chaîne nationale en région. Donc, on a créé ce métier de correspondant d'une chaîne nationale en région. Ce qui n'est pas... on était très rarement sur les mêmes sujets que France 3 à l'époque. Très rarement, sauf si c'était un gros coup d'actualité de portée nationale. Il avait sa patte. Mais il avait sa patte. Donc, on faisait des sujets d'illustration, d'actualité nationale en région. C'est qu'on donnait la parole aux Marseillais. C'était formidable. Et Jean-Pierre adorait ça. Il avait cette magie en disant, ouais, il faut qu'on parle à tous les Français. Et d'ailleurs, à l'époque, le journal de Jean-Pierre faisait 7 millions de téléspectateurs. On avait l'impression qu'il était de toutes les régions, en fait. Mais de toutes les régions. C'était une star incroyable. Mais il avait ce sens inné du truc. Il ouvrait toujours par la météo. Toujours. Et c'était les sujets quotidiens des Français. Et nous, on allait prendre le pouls des Français. Et ça, c'était génial. C'était une superbe école. Et puis, il a été très brocardé par une certaine presse à l'époque, parce que c'était un journal, c'est pas un journal de plouc, parce qu'on parlait, etc. Et à la fin de sa vie, toute cette presse-là qu'il avait un peu attaquée, l'a encensé. Mais il avait inventé un concept à nul autre pareil. Il a créé une génération de journalistes incroyable. Qui continue d'exister un peu. Qui continue d'exister. Alors, une autre forme, mais... Oui. Alors, ce réseau est différent parce que d'autres, ça appartient parfois à des sociétés de production, à des agences de presse, etc. Certains quotidiens sont liés, d'autres pas. Mais ça a été une expérience incroyable. Moi, j'ai adoré. Ça a duré quoi, 30 ans? Ça dure 30 ans et ça continue. Il y a encore des bureaux en région. Mais moi, j'ai fait 30 ans à TF1. C'est qu'en fait, j'ai quitté à un moment donné. Alors, pareil. Comment ça se passe quand on travaille 30 ans dans une même maison? On passe à autre chose. C'est compliqué. C'est qu'en fait, ensuite, moi, j'ai monté les bureaux de TF1 dans l'Ouest. C'est qu'en 89,
Ils continuent leur maillage, TF1 continue son maillage, et ils veulent monter des bureaux dans l'Ouest, parce qu'il n'y a pas de bureaux dans l'Ouest, et avec les principaux titres de la presse quotidienne régionale. Et donc, ils décident de s'associer avec Ouest France, le Télégramme, le Courrier de l'Ouest et le Maine Libre. Et à l'époque, le Courrier de l'Ouest et le Maine Libre appartenaient au groupe Persan. Et le Télégramme, quotidien indépendant appartenant à la famille Coudurier, et puis Ouest France, avec François-Régis Hutin. Ouais. Et des journaux fortement concurrents. Concurrents, mais, voilà. Mais à eux tous, c'est une grosse puissance. Ouais. Quoi. Et je suis à Paris, et Michel, et à l'époque, je parlais des gens à qui je dois rendre hommage. Michel avait embauché un grand journaliste pour lequel j'avais une énorme affection, à qui je dois beaucoup et qui est malheureusement plus de ce monde. Il s'appelait Jacques Séguy, qui était un grand porteur sur Antenne 2 à l'époque, qui était à Washington, etc. Et c'est lui qui a coordonné à un moment donné les bureaux de région qui se développaient à Paris. Et Jacques, je suis à Paris, je déjeune avec Michel et Jacques, etc. Et j'apprends qu'ils montent un bureau dans l'Ouest. Ils veulent monter un bureau dans l'Ouest. Et moi, je leur dis, mais vous savez... je connais bien l'Ouest, hein, j'ai fait mes études et tout, et ils pensaient que j'étais du Sud-Ouest. Et j'ai dit oui, mais je vous explique, je suis du Sud-Ouest, mes parents ont pris leur retraite, mais j'ai fait mes études à Nantes et je connais très bien la région Ouest. Et ça m'intéresse. Et donc, mais ils avaient déjà embauché 2 personnes. Et l'objectif, c'est d'embaucher quelqu'un à Nantes et quelqu'un à Brest. Enfin, quelqu'un à Rennes et quelqu'un à Brest, parce que le siège de Ouest France était à Rennes. Et moi, j'ai dit, écoutez, moi, si c'est Rennes, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis nantais, ma plus-value, elle est nantaise. Et si vous montez un bureau à Brest en accord avec le Télégramme, je comprends que ça soit important pour vous de monter un bureau à Rennes, parce que c'est Ouest France qui est le premier groupe quotidien, premier quotidien de France. Mais je pense que vous faites une erreur. Ça serait mieux de monter un bureau à Nantes, parce que Nantes, ce sont les Pays de la Loire. Et donc, déjà, vous avez une entité bretonne avec Brest, etc. Elle dit, ouais, mais non, avec Ouest France, ça serait mieux que ça soit... Enfin... J'ai dit, mais moi, ça m'intéresse. Sachez que ça m'intéresse. Et puis 15 jours après, Jacques Séguy m'appelle. Écoute, on a bien réfléchi. Si tu veux, tu as ce poste-là. Tu montes à Nantes. Et en plus, tu as l'expérience d'avoir monté un bureau. Hein. Ouais. Tu as l'expérience et c'est rassurant pour eux. Mais j'ai dit oui, mais moi, je dois beaucoup à Sud-Ouest, à Jean-François Lemoine. Je ne veux pas trahir Sud-Ouest. Jean-François m'a donné sa chance et tout. Et en fait, il me dit, écoute, on va expliquer à Jean-François Lemoine et à Sud-Ouest qu'on t'emprunte pour monter la correspondance. Et tu trouves quelqu'un pour te remplacer et tu montes ta correspondance dans l'Ouest et puis tu reviendras ensuite à Bordeaux. Et en fait, je ne suis jamais revenu à Bordeaux. J'ai monté la correspondance en 89 à Nantes. Et de fil en aiguille, j'ai développé plusieurs bureaux. Nantes, Brest, Caen. Alors au début, Caen, on ouvrait au début de la semaine. Assez rapidement, j'ai mis 2 équipes. Et puis assez rapidement, la structure s'appelait Journaux de l'Ouest Télévision. Quand je commence à ouvrir les bureaux. Et assez rapidement, je dis aux actionnaires, il faut qu'on monte une agence de presse. Et on a monté une agence de presse qui s'appelait Master Info. On était associé avec une société de production qui s'appelait Master, avec un type extraordinaire, complètement dingue, que j'adore, qui s'appelait Jacques Bernard, qui était patron de Master et qui était un entrepreneur aussi. Et assez rapidement, j'ai transformé Master Info en Ouest Info, qui est une agence de presse, où on a développé, c'était la plus grosse agence correspondante de TF1 en France. Et ensuite, en 2022, en 2002, pardon, pas en 2022, 2002, Patrick Lelay décide de créer une chaîne régionale qui s'appelle TV Braze. Et c'est à partir de là que moi, j'intègre ensuite le groupe TF1 et on décide de créer un journal au sein de TV Braze. Et Patrick me demande de créer une rédaction de toutes pièces et de rentrer dans le capital de Ouest Info. Et c'est comme ça que j'intègre définitivement le groupe TF1 en tant que directeur de l'agence de presse Ouest Info. Et là, ça a été une expérience extraordinaire de créer une... J'ai dit, mais je fais quoi comme journal ? Et Patrick Lelay me dit, vous faites un journal, quoi. Voilà. Et donc, on a fait un journal national, tourné en région, avec toutes les équipes de Ouest Info. Et ça m'a donné l'occasion d'embaucher, par exemple, Amandine Bégaud, que je salue, qui a commencé comme JRI, qui sortait tout juste de l'école. Tu as recruté beaucoup comme ça, de former beaucoup de JRI. Ouais, j'ai adoré. Journalistes reporters d'image. Des journalistes reporters d'image, parce qu'en fait, on n'avait pas les moyens de TF1, les moyens d'LCI, donc il a fallu créer une rédaction avec des journalistes très qualifiés qui savaient tout faire, tourner, monter, commenter. Ça a été extraordinaire. Et donc, la chaîne était basée à Lorient.
Et donc voilà, donc créer un journal, une rédaction, c'est génial parce qu'il fallait des présentateurs, des voix, des looks. Et j'ai adoré. C'était une période, transmettre, trouver des gens, faire le casting. Et donc ça a été une aventure extraordinaire. Et tu trouves pas que le journalisme aujourd'hui, il a changé? C'est un peu, on est sur les phrases courtes, on est sur le buzz, on est maintenant, il y a des influenceurs qui s'en mêlent. Ouais. Comment toi, justement, avec toutes tes valeurs, tous tes principes du journalisme d'époque, comment tu vis ça? Comment tu perçois ça aujourd'hui? Bah, je veux pas. Moi, j'enseigne encore. Hein. Ah, tu enseignes. Et je dis à mes étudiants, on est là pour raconter des histoires. Moi, quand j'ai commencé, je suis toujours tombé autour de journalistes et moi, on apprend toujours des anciens. On est là pour raconter des histoires. Moi, je suis pas là, par exemple, si je te regarde, je suis là pour dire, Maurice Simon, il a un très joli polo bleu marine avec un pantalon vert. Ça, c'est la réalité. Si je raconte que tu as un polo rose avec un pantalon bleu, ça, c'est pas la réalité. Et l'essence même du métier, quand on a des doutes, c'est de se raccrocher à ça. C'est de se dire que, voilà, on est là pour raconter des histoires. On est des observateurs. Et moi, j'ai toujours ça en tête. Toujours ça en tête. Alors, je vois ce que tu veux dire. J'aime pas ce journalisme-là. Voilà. Pour être totalement sincère, j'aime pas ce journalisme-là parce que j'estime, moi, j'ai embauché des tas de journalistes dans ma carrière. Je n'ai jamais demandé, jamais, ou cherché à savoir de quel bord politique était le journaliste. Moi, ce qui me plaisait, c'était la femme ou l'homme que j'avais en face de moi, les valeurs humaines, sa capacité. J'ai toujours pris, moi, des pas de côté d'ailleurs. Hein. J'ai pas toujours embauché des journalistes qui sortaient des écoles. Moi, j'ai pas fait l'école. J'ai fait l'école de la vie. Et j'en suis très fier. Ça ne m'a pas empêché d'enseigner au CELSA. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé d'enseigner au CELSA, la première prise de parole que j'ai eue devant mes étudiants, c'est de leur dire l'histoire que je t'ai racontée. C'est que je rêvais de faire le CELSA. Et puis finalement, j'ai eu ma carte de presse très tôt. Je n'ai pas fait cette école. Et je dis pas qu'il faut pas faire d'école. C'est pas mon discours. Mais je transmets à mes étudiants que l'essence même de ce métier, c'est de raconter des histoires. Je crois savoir que d'ailleurs, tu n'as pas de prompteur. Jamais. Le prompteur, pour ceux qui nous regardent, c'est l'écran sur lequel effectivement on a le texte, on regarde on lit le texte en même temps qu'on regarde la caméra. Jamais. Donc jamais. Jamais. Et jamais, pourquoi? Alors c'est le quotidien maintenant des... Oui, alors davantage, moi je trouve que quand on est sur une chaîne de news... Alors, on n'a pas de prompteur, hein, je rassure tout le monde. Ouais, il n'y a pas de prompteur. Mais je déteste ça, moi. Pernod, par exemple, n'utilisait jamais de prompteur. Il en avait un s'il voulait, mais il n'utilisait jamais. Et parce qu'il y a une spontanéité. Alors, j'ai des notes, etc. Moi, les seules choses... Moi, mes équipes qui travaillent avec moi à CNews sont morts de rire parce que j'écris plein de choses sur des bouts de papier. C'est une pagaille infinie autour de moi. Je me fais chambrer par la nouvelle génération. Mais je dis, mais un prompteur, surtout que quand on est sur une chaîne de news, on a 8 fois sur 10, et l'actualité aujourd'hui nous le démontre, de partir en breaking news. Donc ça sert à quoi de rentrer des trucs? Je rentre parfois mes sommaires, mais je n'utilise pas le prompteur. Je rentre dans Dalet, l'ordinateur, mon sommaire. Ouais. Mais le reste, non. En revanche, je check avec mes équipes ce que je vais raconter ou potentiellement, mais je ne suis jamais mes notes, mais jamais. Mais donc, quand tu es sur un plateau, CNews par exemple, en live, tu as sans arrêt de l'improvisation. Ouais, alors de l'improvisation, j'ai les sujets que je peux lancer, où il y a des éléments de lancement. Mais j'ai un écran avec les dépêches AFP qui tombent et quand on est en breaking news, évidemment, on réagit, etc. Et c'est ça qui fait l'ADN. Si vous avez un prompteur, comment vous improvisez? C'est compliqué, quoi. Ouais, donc, j'ai mes éléments de lancement de sujets qui sont faits par la rédaction. Mais le reste du temps, ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce qui me motive. J'adore ça. Partir en breaking news, j'adore ça. Parce qu'on vous parle à l'oreillette, vous avez votre chef d'édition qui vous parle. Et c'est vrai que depuis que je suis sur CNews, j'ai vécu des moments très forts. La mort de Delon, au moment où Alain Delon décède, je remplace Pascal Praud dans l'heure des pros et je prends l'antenne à 9h. On avait quasiment ficelé l'émission de l'heure des pros. Et ma chef d'édition qui travaille avec moi me dit tiens, à 8h moins 10 du matin, elle me dit regardez, il y a une première dépêche indiquant potentiellement qu'Alain Delon serait mort. Et là, on se dit branle-bas de combat, quoi. Monstre sacré, etc.
Et puis 10 minutes après, il y a la fameuse dépêche AFP où les membres de la famille annoncent avec ce fameux communiqué, et les chiens également annoncent la mort de Delon. Donc là, évidemment, on part. Et là, on part en breaking news, et la direction de CNews veut que je prenne l'antenne plus tôt et que je prenne tout de suite l'antenne. Et l'été, souvent, on teste des jeunes, et on a un jeune présentateur qui fait le 6h, 9h, quoi. Et la direction de la chaîne veut que je sois tout de suite à l'antenne, tout de suite. Mais il faut que je puisse prendre l'antenne. Il faut que je descende. Et puis, voilà. Et puis, il y a tout un chamboulement. Il y a des invités, mais on part en breaking news. Donc, il faut avoir des invités qui connaissent Delon, etc. Et puis, il faut que le présentateur qui anime la tranche lui dise voilà, écarte-toi et je prends. Et c'est toujours délicat parce que ce jeune présentateur, c'était la première fois qu'il présentait les matinales et tout. Donc, il jouait sa vie, lui. Ouais, c'était. Et puis, à un moment donné, il faut que les techniciens installent, et je me trouve côte à côte. Et lui, il dit on vit, parce que c'est un monstre sacré, Delon. Donc, évidemment, c'est un moment de télévision important. Et donc, comment on récupère des témoins, justement? Et là, c'est tout le travail de la programmation. Tout le travail de la programmation qui essaie de trouver des gens qui ont connu Delon, qui peuvent témoigner, etc. Mais l'émission est chamboulée. Et on part avec rien, avec la dépêche qui doit faire 10 lignes. Et on part dans l'impro. Et puis on parle à l'oreillette sans arrêt. Tiens, Thierry, tu as un tel, etc. Et là, on part pour 2 heures ou 3 heures. Et avec des témoignages. Et ça, on est sans filet. Et c'est des moments de télé énormes. C'est l'adrénaline que tu... Ouais, j'adore ça. J'adore ça parce que on est dans l'impro total, quoi. Et puis c'est un moment de télé, puis c'est un monstre sacré, donc il faut faire appel à sa culture du cinéma, de l'homme, de l'acteur, des films, etc. Donc voilà. Mais ça, ce sont des moments forts. Mais c'est vrai que depuis que je suis sur CNews, j'en ai vécu pas mal, quoi. La mort du pape, le décès de la reine, les opérations spéciales et la crise au Moyen-Orient aujourd'hui. La crise au Moyen-Orient. Enfin, bon, après, c'est vrai que vous êtes... Mais c'est vrai que toutes ces disparitions, etc. Nathalie Baye, pareil, il a fallu partir également sur la mort de Nathalie Baye. Donc, c'est des moments de télé importants parce que ça vous touche, en plus, humainement parlant, parce qu'il y a plein d'images qui... Moi, je suis un fan de cinéma, donc, et de cinéma de Delon, de Gabin, etc., la piscine, enfin, il y a des scènes qui me viennent en tête, quoi. Donc, on essaie. Et c'est marrant parce que dans ce métier, on fait des rencontres, et c'est pour ça que je ne me verrai jamais arrêter, quoi. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, et on s'est lié d'amitié, mais de manière très forte. Il s'appelle Norbert Saada, que je salue, qui est un des plus grands producteurs de cinéma, qui est un ami proche de Delon. Et assez rapidement, j'ai Norbert Saada, que je connaissais de nom, mais je connaissais pas. On se connaissait pas, quoi. Je le connaissais de nom. Lui, il regarde la chaîne, mais moi, je le connaissais pas, et je l'ai en direct. Et on fait une émission. Enfin, on n'est jamais content. Moi, je suis jamais content de ce que je fais. Par définition, je suis jamais content. Mais je pense qu'on a fait une émission qui voilà. Ce qui te permet de progresser aussi, quoi. Oui, bien sûr. Oui, parce que quand on commence à dire qu'on sait, d'ailleurs, c'est Gabin qui le disait. Quand on dit je sais, il faut arrêter ce métier. Moi, tous les jours, j'apprends. Et c'est ce que je dis à mes étudiants. Ouais. Arrêtez de dire qu'on sait. Non, moi, à 63 ans, je ne sais pas. Et j'apprends. Mais j'apprends tous les jours. Et c'est ce qui fait la richesse de ce métier. Quand on commence à se dire on sait, non, il faut changer. C'est qu'on a pris la grosse tête, et ça, je ne supporte pas. Et pourquoi je vous parle de Norbert Saada? Parce que je pense qu'on fait une belle émission, et Norbert m'appelle à la fin de l'émission. Disant c'était bien, enfin, c'était son ami, en plus, il perdait un ami. Donc, il me dit, est-ce que, comme je faisais l'heure des pros 2 le soir, il me dit, est-ce que je peux venir en plateau, Thierry? Il est revenu en plateau le soir pour faire une autre émission spéciale. Et depuis, c'est devenu un ami très proche. Et voilà. Et tous les jours, il m'appelle. Tous les jours. Ce sont les belles rencontres. Pour venir sur le plateau. Ouais, non, mais souvent, je l'ai appelé pour Nathalie Baye, parce que tout le monde le connaît, c'est le monstre sacré. En plus, il produit des spectacles avec Thierry Chabreau, qui est qui produit beaucoup de spectacles en hommage à Delon, à Bardot, à Aznavour, etc. Et ce sont des belles rencontres, quoi. Ce sont des rencontres qui comptent, et c'est pour ça que j'aime ce métier. Et donc voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi d'événementiel, parce qu'effectivement, ton actualité télé est très dense, et radio évidemment, mais la partie événementielle, est-ce que pour toi, c'est un autre métier quand on se retrouve à monter sur scène devant peut-être 1000, 3000 personnes? Comment tu prépares ça en coulisses, toi? Est-ce que tu as un gris-gris, ou est-ce que tu as je le dis souvent, c'est comme... Dans le jargon, ça a toujours été mal vu qu'un journaliste anime des conventions, des soirées, parce que c'est des ménages, on appelle ça des ménages. Mais moi, ça ne m'a jamais posé de problème existentiel, parce que je me sens profondément journaliste.
Et tu n'es pas maître de cérémonie. Voilà. Tu es journaliste. Je suis journaliste. Okay. Je me considère comme journaliste et présentateur, mais je suis journaliste à la base. Et quand on fait appel à moi, j'en ai fait beaucoup. J'adore ça, mais j'arrive pas au dernier moment pour préparer. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'accepte d'animer une soirée, de présenter une soirée, je veux participer à la création de la soirée. C'est que je veux rencontrer les gens, les thématiques, etc. Et je veux qu'il y ait du contenu. Mise en scène aussi. La mise en scène est importante. C'est-à-dire que je n'arrive pas comme le simple journaliste qui présente et qui va prendre son cachet et qui s'en va. Je déteste ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Savoir comment on va pouvoir faire en sorte que cette convention ou cette soirée soit valorisante, que mes invités se sentent à l'aise, que le public soit captivé, etc. Donc, tout est important. Il y a le fond et il y a la forme. Et là, tu as une interaction avec le public, du coup. Ouais. Parce que tu ne peux pas forcément faire en télévision. Non, ils sont derrière, le public est derrière. Mais moi, j'adore. Ouais. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette interaction, revenez au début de mes propos. Ouais. Je l'ai eu quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, pendant 7 ans où je mixais. Ce contact avec le public. C'est le DJ qui revient, quoi. Oui, sauf que je ne suis pas DJ, j'anime. Ouais. Mais ce contact, je l'ai. Et ce contact me sert tous les jours. Et quand j'anime une soirée, je vois les gens, quoi. Donc, je n'ai pas d'appréhension parce que je l'ai vécu il y a très longtemps. Ma première appréhension, c'est surtout de savoir les premiers mots, la mise en scène, comment je vais capter le public pour faire en sorte que mes intervenants, qui parfois n'ont pas l'habitude, etc., se sentent à l'aise. Mais j'adore ça, vraiment. Je trouve ça... et quand il y a une communion où il y a 1000 personnes dans la salle, quand j'anime une soirée et que ça réagit, c'est juste magique. Et ça, je dis, ouais, ça marche. Voilà. Parce que c'est compliqué. Il m'est arrivé d'animer des énormes conventions. Vous savez, la convention de 14h30. Après, généralement, quand moi j'ai animé pas mal de choses, les assises nationales des déchets à la Baule, les risques industriels. J'ai fait toute la tournée de France où il y avait 1500 personnes, 2000 personnes, voire 3000 dans des zéniths, etc. Mais vous savez, vous avez la fameuse convention de 14h30 où il y a la pause déjeuner. Tout le monde revient déjeuner. En convention, en salle plénière. En séance plénière. Vous avez généralement dans ces conventions... Il faut relancer un peu. Il faut relancer, vous êtes là, il faut aller chercher le public. La convention de 14h30, elle est toujours très compliquée. Sur des sujets très techniques. Sur des sujets très techniques. Ouais. Et donc, il faut les vulgariser. Il faut faire en sorte de réveiller le public est devant vous. Il faut aller les chercher. Et ça, j'adore ça. Et la convention de 14h30, c'est toujours un véritable challenge. C'est l'exercice. Il faut aller les chercher. Mais j'aime ça. Et je trouve que c'est très complémentaire à ce que je fais. Et j'en ai toujours fait, en fait. J'aimerais qu'on parle aussi un peu... Tout à l'heure, on évoquait le sport. Donc, dans le sport, tu as effectivement été impliqué à l'Hermine de Nantes, le club de basket, ton sport de prédilection. Ouais. Le volley aussi, Paris-volley aussi, ouais. Je sais que tu aimes aussi le football. Enfin, le foot, je suis un fan de sport, fan de rugby parce que je suis du Sud-Ouest. Donc, j'étais supporter d'Agen. Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, je suis un grand fan de basket. Mon club de cœur en foot, c'est évidemment le FC Nantes. Et les Girondins de Bordeaux aussi. Je suis avec les Girondins de Bordeaux. Mais le basket, j'ai aimé, ouais. Et c'était quoi ton application dans les clubs ? Alors, pourquoi le basket, moi j'étais donc basketteur. Mon fils a fait du basket. Il jouait dans ce club qui s'appelait la Maine de Nantes. Alors que bon, j'avais une jambe pas terrible en vertu de normalement j'ai pas le droit de faire de sport, mais j'ai rejoué au basket et je jouais avec les anciens de l'Hermine le week-end quand je rentrais de Paris. J'avais toujours un match, etc. Et en fait, j'ai été approché plusieurs fois pour prendre des responsabilités au sein du club. Et j'ai toujours dit non parce que je passais quand même plus de temps à Paris, etc. Et puis, on donnait à 50 ans, on se dit pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas ? Et le hasard aussi. Et en fait, à l'époque, il y a Jean-Luc Callio qui était vice-président de la Chambre de commerce de Nantes, énorme entrepreneur nantais, etc., qui avait été appelé également de manière concomitante pour entrer au sein du club. Et comme on était proches, il me dit, écoute, lui, il était plus FC Nantes. Il connaissait pas trop le basket, mais ça l'intéressait en tant que chef d'entreprise. Il est plus âgé que moi, Jean-Luc. Et au cours d'un dîner, il me dit, écoute, si tu y vas, j'y vais. Je dis, ouais, mais moi, je passe beaucoup de temps à Paris. À cette époque-là, je passais beaucoup de temps à Paris, très peu à Nantes. Et j'ai dit, il faut être impliqué. Si je rentre dedans, il faut on ait la possibilité de faire évoluer le club, quoi. Donc, ça m'intéresse. Si tu rentres, je rentre. Mais voilà, il faut que tu sois présent. Et moi, je serai là le jeudi ou le vendredi. Et voilà.
mais parce que ça gère comme une entreprise, hein, c'est un club professionnel. Hein. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer le business autour du club, d'en faire un club bankable. On était en 2e division, en Pro B, et de créer un club partenaire qui est toujours en Pro. Ouais, voilà, et c'est dommage parce que c'est un club qui a énormément de potentiel. On a failli monter la première année. Ça s'est pas fait, mais ça m'a intéressé. C'était de travailler sur l'ensemble du club. C'est qu'on a créé un club partenaire. Et en plus, moi, j'ai accepté parce qu'on allait hériter d'une salle flambant neuve par la mairie, etc. Et que ça devenait un outil. Prendre un club pour jouer dans une petite salle, ça n'avait aucun intérêt. Et je savais qu'il y avait un potentiel énorme sur le basket. Et moi, je voulais faire un show à l'américaine. Et toujours le fond, la forme. Toujours le DJ qui ressort. Ouais, je voulais un show avec de la musique, avec, comme aux États-Unis, avec des maillots. Et on a été moi, j'adore tout ce qui est. Je suis passionné de musique, je suis passionné de cinéma, je suis passionné de fringues, je suis passionné de montres. Enfin, voilà, j'aime tout ce qui touche à la vie. Et j'aime la mode aussi. Et je me suis dit, il faut qu'on soit élégant pour vendre le club. Il faut qu'on soit un club élégant. Et donc, les maillots, voilà, il fallait. Et à l'époque, des jolis maillots. Ouais. Et à l'époque, on signe avec une marque qui s'appelle Kappa. Kappa, c'est italien. Et j'avais toujours le souvenir des beaux maillots de la Juventus de Turin. On l'a tous en tête. Hein, Monaco aussi. Monaco, la Juve, Auxerre, qui avait des maillots avec 6C, maillots blancs, etc. Et en fait, le siège de Kappa, c'est une marque italienne, le siège de Kappa, France, était à Saint-Herblain, le banlieue de Nantes. D'accord. Et le patron, je le connaissais, il s'appelait François-Xavier Chupin. Okay. Et donc, on décide de signer un contrat avec Kappa. Et moi, donc on travaille avec eux, mais je dessine avec petite main, mais voilà. Et la première année, je pompe un peu un maillot d'une franchise américaine, parce que les couleurs de l'Hermine, c'est blanc, rouge et bleu. Et là, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose qui ressemble à ça. À la NBA. À la NBA. Et donc, en fait, c'était génial parce qu'on était à côté. Donc, Kappa, moi, j'adorais leurs maillots. Et on a fait des maillots à manches. On était première équipe à jouer avec des maillots à manches parce qu'aux États-Unis, ils jouaient avec des maillots à manches, mais très moulants et tout. Et donc, c'était une espèce de révolution. Et j'ai fait appel à un animateur qui est incroyable, qui s'appelle Alain de Seine, qui est un des meilleurs animateurs de salle en France, et qui est venu me rejoindre, qui avait des racines nantaises. Et je me suis dit, il animait Pau, il animait, etc. Et il avait envie de revenir sur Nantes. Mais j'ai pas les moyens de te payer parce qu'on vient de prendre le club. Donc, c'est un pari. On va jouer dans une salle, il y a 4500, il faut qu'on remplisse la salle. Donc, je sais que tu es le meilleur, je te veux. Et donc, il m'a dit banco. Il est venu, il se souvenait de moi quand je faisais de la radio, etc. Et on a monté le truc, on a tourné des clips, parce que voilà, pareil, on a tourné des clips, on avait un grand... Toujours une question de storytelling, de mise en scène. Ouais. On en parlait avec Marc Maury dans un épisode précédent. Storytelling. Comment amener le show dans le sport. Bien sûr. Un peu à la façon des Américains aujourd'hui. Exactement. Depuis toujours, pardon. Et nous, on a été le premier, on a fait de la mascotte, la musique, des trucs, des lasers, le show. Ça fait la différence. Hein. Et ça fait la différence. Ouais. On a fait un show. Et ça marchait du feu de Dieu. Et on a vécu... c'est incroyable. On a vécu des années... moi, j'ai vécu des moments incroyables. Dans la télé, on vit des moments forts, mais j'ai vécu des moments incroyables. Parce que lorsque vous êtes dirigeant, etc., c'est fou. Et on a vécu aussi des drames aussi. Hein. C'est terrible parce qu'on a beaucoup parlé. On a vécu un drame parce que c'est une PME qu'on gère. Hein. Vous avez les Américains, etc. On a vécu un drame aussi. Il y a eu un joueur argentin dont on a beaucoup parlé, Salah, qui est un super joueur argentin qui s'est scratché et qui est décédé, Emiliano Sala. Et une semaine avant, nous, on a un de nos joueurs, Jermaine Jackson, qui était un de nos grands joueurs, qu'on a retrouvé mort dans son appartement à une semaine près. Quoi. Et donc, il faut gérer ça. Et j'enseigne également à SAS la communication de crise. Ça, c'est une communication de crise. Tout à fait. Parce que nos joueurs partaient jouer, il a fallu leur parler, etc. Enfin, c'est des moments forts, ça nourrit l'humain, mais c'était terrible, organiser la cérémonie en hommage et tout. Enfin, mais c'était des moments incroyables. Et j'ai aimé ça. Donc, j'ai quitté, moi, en 2018, parce que je quittais TF1 en 2018. Et bon, je tournais la page. Et quand je quitte en 2018, je crée ma société qui s'appelle pas par mégalomanie, mais qui porte mon nom. Et généralement, voilà. C'est plus simple. Hein. C'est plus simple. Ouais. Et parce que je savais pas trop ce que j'allais faire ni quoi que ce soit. Je quitte TF1 en 2018. C'était ma maison à laquelle j'ai toujours été attaché. Et j'ai appris plein de choses dans cette maison. J'ai pu voyager. J'ai été reporter. J'ai été rédacteur en chef. J'étais chef de service. J'ai terminé directeur d'une agence de presse, d'une filiale. Enfin,
j'ai tout appris dans cette maison et en plus, j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, ça a été pour moi un moment difficile de tourner la page de TF1, de se réinventer à 56 ans. C'est compliqué de se réinventer à 56 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, bon, vous savez, quand vous vivez des périodes comme ça, vous dites, vous faites 30 ans dans un groupe, vous ne voyez pas quitter le groupe. Mais ça arrive à n'importe qui aujourd'hui. Et c'est très rare aujourd'hui de faire carrière dans une même unité. Personne ne fera 30 ans de carrière dans un groupe. Personne. Alors, justement, Thierry, on arrive un petit peu à la fin de notre entretien. Et moi, j'ai envie de savoir aussi, c'est tu vois comment la suite maintenant? Parce que tu es encore jeune, en fait, dans ta tête, dans ton corps. Il y a encore. On peut imaginer encore plein de choses. Mais moi, qu'est-ce que tu vois, toi? Mais j'en sais rien parce qu'on n'est pas décideur. Ouais. Vous savez, les fauteuils ne vous appartiennent pas. Ouais. Tant qu'on voudra de moi, en tant que journaliste présentateur sur une chaîne de télé, que ce soit CNews ou ailleurs, ou sur Europe 1, ou au Figaro, j'ai envie de continuer. Toujours l'énergie, effectivement, de proposer des projets. J'ai envie de continuer. Je me vois pas arrêter. J'apprends tous les jours. Je rencontre. Hier soir, j'étais à une signature de livre. Je vis une vie heureuse. Je rencontre des politiques, je rencontre des chefs d'entreprise, je rencontre des artistes, je rencontre des acteurs. Je lis beaucoup. Moi, je suis un dévoreur de la vie, quoi. Donc, j'ai pas 63 ans dans ma tête. Tant que, on m'autorise à exercer mon métier, j'ai envie de continuer, j'ai pas envie d'arrêter. Qu'est-ce que je fasse? Je vais aller pêcher. J'adore la pêche, hein. Ouais. J'adore la bouffe. Si, peut-être monter un restaurant. Ça a été un de mes rêves parce que j'adore la bouffe, la bonne chair, le bon vin, les traditions. Et j'ai toujours, à un moment donné, j'ai toujours dit à mes équipes, un jour, je montrais un bar à tapas quelque part. Mais où? J'en sais rien. On prend rendez-vous. Au bord de la mer, au soleil. Retour à la Baule. La Baule. Ouais, mais l'eau, elle est passée. Oui, j'ai vécu à la Baule, j'ai adoré la Baule. Mais il faut une eau. Tu sais, Amaury, quand tu vieillis, il faut une eau un peu plus chaude. C'est ça. 25 degrés. Ouais, même s'il y a un microclimat à la Baule et qu'on est à la plus belle plage au monde, à la Baule. Ouais, attention à ce que tu dis. Au monde, je parle à un Sablé. Mais et je fais un petit clin d'œil à Franck Louvoyer, mon ami. Mais non, j'ai envie de continuer. Ouais. Pourquoi arrêter? Mais je sais pas. On n'est pas maître. Demain, tout peut s'arrêter. Demain, on peut me dire Thierry Cabane, ciao, ciao. J'aurais pas le regret. J'ai vécu une vie pleine. On fera autre chose. J'en sais rien. J'irai taper des balles de golf ou je sais pas. Ou je voyagerai. Je sais pas. En tout cas, merci de nous avoir partagé tous ces moments de ta vie, de ta carrière. Merci de m'avoir accueilli, surtout. On sait davantage sur Thierry Cabane. Je dois plus dire plus de choses. Hein. Voilà. Mais effectivement, on pourrait passer des heures ensemble. Peut-être que tu reviendras, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Moi, j'ai une dernière question, parce que tu as été t'es sous la lumière. C'est quoi pour toi, en fait, être sous la lumière? C'est une question qu'on pose à tous nos invités. Ouais, être sur la lumière. Ouais. En fait, j'ai pas choisi, moi, d'être sur la lumière. La plupart de ma carrière, je l'ai faite dans l'ombre, en fait. Mais vraiment, hein. Être sur la lumière, ça m'est arrivé sur le tard, vraiment. J'adore ce que je fais aujourd'hui. Je vais pas dire qu'on n'aime pas. De toute façon, pour faire ce métier, il faut aimer ça. Mais je l'ai fait sur le tard. Vraiment. Alors que j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Donc, j'ai pas... j'ai pas cette mégalomanie de me dire, c'est peut-être aussi comme ça que je conçois mes émissions, etc. J'ai pas le sentiment de me considérer comme une vedette de la télé, loin de là. Et je ne pense pas l'être. Moi, la vedette, c'est les gens que je reçois. Ce qui m'intéresse, c'est mettre sur la lumière les gens que je rencontre. Quand je suis au Figaro, c'est de mettre en exergue, de raconter des histoires, de belles histoires d'entreprise, de mettre en exergue les gens que je reçois. Et c'est la même chose quand je suis sur CNews. Quand j'ai des chroniqueurs avec moi, c'est pas moi la vedette. Il n'y a pas de... Moi, je suis le metteur en scène. Je fais en sorte que l'émission, j'essaie de faire la plus belle émission possible, d'essayer de tirer le maximum des gens qui sont sur ce plateau pour faire en sorte que, évidemment, voilà. Donc, être sur la lumière, dans ce métier, parfois, on se dit c'est super, on est des stars, etc. C'est le cadet de mes soucis. Et c'est peut-être parce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière dans le management, etc., qu'aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Mais je ne dis pas que j'aime pas. Ah, bien sûr. Je ne dis pas que j'aime pas. Il faut aimer ce métier parce que on prend des risques quand même. Hein. Quand on est à l'antenne sur CNews, sur une actualité très forte, etc.,
on prend des risques. Il faut faire attention aux paroles. On est étroitement surveillé. Il ne faut pas qu'il y ait de dérapage, évidemment, etc. Il faut maîtriser son antenne. Et puis, je suis aussi le rédacteur en chef de mes émissions. Donc, il faut que mes émissions se déroulent le mieux possible. Mais j'ai pas de souci par rapport à ça, en fait. Pour répondre à... Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Si, mais en fait, c'est ce que je retiens aussi de ce que tu es. Et quand on te regarde, il y a une forme de discrétion, en fait. Thierry Cabane, c'est quelqu'un de discret. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on ressent. Et en même temps, il met les autres, il met les autres dans la lumière. Ouais, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Dans ce métier, c'est ce qui m'intéresse. C'est d'aller chercher l'autre, autrui. Mais c'est peut-être les valeurs données par mon père qui a voulu transmettre, qui était quelqu'un qui était proche des gens, etc. Et je pense que si nous on regarde là-haut, voilà, j'ai une pensée pour lui parce que enseigner, je le fais parce que je pense à lui souvent. Et c'est marrant parce que il y a plein d'amis qui l'ont côtoyé, etc. Et qui me disent ton père serait très fier de ce que tu as fait. Et peu de temps avant qu'il ne décède, parce qu'on savait que la fin était annoncée, il y a toujours des paroles fortes. J'ai dit à mon père merci. Merci de m'avoir laissé l'opportunité d'avoir été DJ, de côtoyer les gens. Parce que ça me sert dans mon métier et ça me sert tous les jours. On va rester là-dessus, Thierry. Merci en tout cas profondément d'être venu sur ce plateau. On a réussi à trouver le temps, j'en suis ravi. Je remercie aussi évidemment tous ceux qui m'ont accompagné dans la préparation de ce plateau. Alice, que tu as vu aussi, Alice. Ange et toutes les personnes qui sont derrière les manettes. Donc, merci Thierry, à très vite. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous.